Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 16 octobre 2023 et on commence directement le show avec Sami Zayn qui fait son entrée. Il arrive tout seul évidemment, d'ailleurs il a mis son petit t-shirt de Kevin Owens. Il va s'adresser à la foule pour ouvrir cet épisode qui est le premier épisode de la saison. Donc il a l'honneur de commencer le show par une promo de sa part où il nous dit que il a vu ce qui s'est passé la semaine dernière, il a vu ce qui s'est passé la semaine dernière. D'ailleurs on nous remontre en image ce qui s'est passé puisqu'on avait du coup Kevin Owens qui a officiellement rejoint le roster de SmackDown. Et il ressent un petit peu une petite injustice par rapport à ça, surtout un petit vide de devoir arriver ici tout seul. Certes, il a été content de voir Jey Uso débarquer à Raw quand il a débarqué dans le roster de Raw. Mais aujourd'hui, c'est assez compliqué, c'est assez difficile à juger puisque il a battu les Usos à WrestleMania avec Kevin Owens. Il a fait beaucoup de travail avec Kevin Owens. Il a même dû affronter le Judgment Day et maintenant c'est le Judgment Day qui a une opportunité. Il se sent un petit peu vide tout seul puisqu'il a dû laisser partir son ami du côté du roster de SmackDown. Il est quand même content de savoir que Kevin Owens va du coup débarquer à SmackDown et va pouvoir faire de grandes choses. Il a hâte de suivre ce que Kevin Owens va pouvoir faire. Et d'ailleurs, c'est très rare qu'on a Kevin Owens et Sami Zayn en solo sans qu'il y ait eu un truc entre les deux. Donc c'est une première, j'ai l'impression qu'ils soient encore en bon terme, mais chacun de leur côté. Donc intéressant à voir. Donc Sami Zayn nous dit qu'il est impatient de voir ce que Kevin Owens va faire du côté de SmackDown. Et lui aussi de son côté, il va pouvoir reprendre ce qu'il a commencé cette année, puisque cette année, il la juge comme la meilleure année de sa carrière, tout ce qu'il a fait cette année. Et il est content de pouvoir reprendre ça en solo. Et il nous dit qu'il va prouver à tout le monde qu'il a vraiment le calibre d'un main eventer, le calibre d'un champion du monde poids lourd. Donc j'ai tellement hâte personnellement de voir ce qui va se passer. Mais les choses commencent difficilement. On a le Judgment Day qui vient interrompre Sami Zayn. J'aime plus trop cette formule de toujours refaire la promo du face et Judgment Day qui intervient. Ça devient un mème, mais j'en peux plus vraiment. J'ai hâte que ça se termine toutes ces histoires-là. Vivement sur hors series, on a quand même Arabie Saoudite, j'allais dire. On a quand même Crown Jewel avant tout ça, mais ça va faire du bien quand toute cette histoire-là entre Sami Zayn, Kevin Owens, peu importe, Jey Uso et le Judgment Day sera terminé parce que j'en peux vraiment plus personnellement. Donc on a Judgment Day qui débarque, Judgment Day qui ont un match, une opportunité pour les titres par équipe ce soir. Ils viennent encercler le ring. Au départ, ils vont parler de Judgment Day, ils vont dire que eux, ils vont parler de Sami Zayn, ils vont dire que ils auraient dû avoir l'opportunité d'ouvrir le show et pourquoi c'est Sami Zayn qui le fait. Donc voilà, ils sont contents que Kevin Owens il est plus dans le roster de Raw. Et du coup, au moment où Judgment Day encercle Sami Zayn autour du ring, on a Jey Uso qui débarque avec deux chaises, donc il donne une chaise à Sami Zayn. Il vient pour s'allier avec Sami Zayn, donc il prouve encore une fois que Sami Zayn et lui, c'est vraiment une amitié réelle et c'était pas juste pour la Bloodline à l'époque. Donc c'est vraiment une vraie amitié entre Jey Uso et Sami Zayn et c'est intéressant à voir se former sous nos yeux du coup dans cet épisode de Monday Night Raw. Et le Judgment Day du coup va partir du ring. Donc ils sont 4 contre 2 je crois. Je crois qu'il y avait même JD. Non, JD McDonald était même pas présent cet épisode de Raw. Ça m'a un petit peu surpris. Du coup ils étaient bien plus que Jey Uso et Sami Zayn, mais ils ont quand même décidé de partir, laisser Sami Zayn et Jey Uso tout seul. Et Sami Zayn va lâcher la chaise, il va partir sans Jey Uso. On sent qu'il y a une petite rancœur, d'ailleurs ça va se confirmer juste après ça en backstage, puisque Jey Uso va venir pour s'expliquer avec Sami Zayn, il dit qu'ils sont amis, tout ça, etc. Le discours habituel. Sauf que Sami Zayn, lui, il l'a vraiment à travers la gorge. Il est content que Jey Uso soit là, mais si c'est en échange de Kevin Owens, ça lui fait quelque chose. Donc là, vraiment, la construction de ce truc-là, elle est hyper intéressante et j'adore vraiment comment c'est tourné. C'est un petit peu Sami Zayn le centre de tout ça, puisqu'il récupère un ami pour en perdre un et perdre un ami plus important puisque c'est Kevin Owens. Donc j'ai adoré vraiment comment ça a été raconté. Et du coup, on aura Sami Zayn qui va vraiment s'énerver, limite des penchants un petit peu heel du côté de Sami Zayn. Donc ça a vraiment fait peur à beaucoup de monde sur les réseaux sociaux et tous les fans de catch, puisque on sentait que à ce moment-là, Sami Zayn il vrillait un petit peu, il s'énervait contre Jey Uso, puis après il a tapé des trucs quand Jey Uso est parti, mais il s'est quand même rattrapé, puisque quelques secondes après, il va rappeler Jey Uso, il va même courir après lui pour lui dire qu'il perdait la tête et que finalement il est content que Jey Uso soit là pour arranger un petit peu les choses, mais en vrai, affaire à suivre. Je pense que ça va être compliqué pour Sami Zayn ces prochaines semaines. Il y a des rumeurs par rapport à ça. Mais je pense que la route va être longue, mais la route va être belle. Je pense qu'il y aura des belles choses pour Sami Zayn et j'ai hâte de voir la finalité de tout ça parce qu'il y a vraiment du potentiel avec Sami Zayn en solo et j'ai hâte de voir tout ça. Ensuite, on a eu un false continuer entre Ricochet et Shinsuke Nakamura. C'est un rematch encore une fois, mais là, le match était vraiment très très bien. Je vous conseille d'aller voir ce match-là. Il a duré 14 minutes plus ou moins. C'est un rematch comme je l'ai dit, mais là c'était vraiment original, il y avait de la créativité, c'était ambitieux je trouve comme match, parce qu'on a eu pas mal de choses originales.
On a eu Nakamura et Ricochet qui sont fight en Gorilla Position, ils se sont fight aussi dans le public. D'ailleurs, Ricochet qui va faire un Shooting Star Press sur Nakamura au-dessus des trucs. Enfin bref, c'est un super bon match, j'ai adoré ce match-là. Victoire de Shinsuke qui remporte le match avec son Kinshasa à la fin. D'ailleurs, il n'a pas démérité non plus Ricochet, puisque il a fait un gros match. Il y a vraiment des spots incroyables de Ricochet, qui a été inventif dans tout ce qu'il a pu proposer pendant ce match-là. Pareil pour Nakamura qui a fait de bonnes choses pendant ce match-là. D'ailleurs, je crois qu'à la fin, on a Nakamura qui envoie Ricochet sur une table à travers en dehors du ring. Et après, il enchaîne avec son Kinshasa pour remporter le match. Je pense que c'est le bon vainqueur qui remporte le match. Victoire de Shinsuke, et d'ailleurs, c'est mérité, parce que pour moi, en fait, je vois Nakamura comme un main eventer, vu il a déjà commencé à défier Seth Rollins ces derniers mois et qu'il a terminé cette histoire avec Seth Rollins. Mais il faut continuer son momentum comme ça. Il faut continuer sur la bonne lancée qu'on a avec Nakamura. Et si Triple H nous dit que c'est le Nakamura qu'il a toujours rêvé d'avoir à la WWE, bah, faut continuer, il faut capitaliser là-dessus et il faut garder ce Nakamura là. Donc pour moi, c'est la bonne décision du vainqueur, victoire de Nakamura. Et je pense que Ricochet, même avec une défaite comme ça, il va pouvoir rebondir. D'ailleurs, Ricochet redevient petit à petit le Ricochet qu'on aime tous, même si en vrai il a pas tant changé, hein, il catch toujours aussi bien, c'est toujours un très très bon Ricochet. Mais je pense que Ricochet il peut viser un petit peu plus haut, maintenant qu'il est dans un programme un peu plus haut sur la carte et pas dans un programme de mi-carte, voire bas de carte comme on avait l'habitude de voir Ricochet ces dernières années. Là, je pense que c'est bien pour les deux parties et surtout pour Nakamura. Juste avant le prochain match, on a un segment backstage où on a un petit peu toutes les filles du roster, mais pas réellement. On a surtout Piper Niven, Chelsea Green qui est face à Tegan Nox. Il y avait qui? Il y avait la team Casey, la Kaden Carter et Katana Chance. Et derrière, on a Nikki Cross. Donc, en vrai, j'aime bien. Depuis une ou deux semaines, on nous met un petit peu en avant, un petit peu toutes les superstars féminines du roster. Mais je pense qu'il va en falloir bien plus pour que vraiment ça fonctionne. C'est pas juste en les montrant que la division féminine va devenir incroyable du jour au lendemain. Faut vraiment faire quelque chose avec ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant. On a toujours Chelsea Green qui se confronte à Tegan Nox alors que Chelsea Green s'est fait battre par Tegan Nox il y a quelques semaines. Tegan Nox qui dit des trucs intéressants à Chelsea Green et Piper Niven. Elle dit la question à se poser surtout, c'est combien de temps Chelsea Green va pouvoir se cacher derrière Piper Niven. Super construction de personnage de Chelsea Green. J'adore personnellement et je pense qu'on est beaucoup à bien aimer ce que Chelsea Green fournit avec son personnage. Mais j'ai trouvé quand même le segment backstage intéressant. On sait qu'on a un match juste après entre Piper Niven et Natalia. D'ailleurs, le match n'était pas très très long. Il a duré 6 minutes quand même. C'est bien plus long que ce qu'on peut avoir d'habitude avec ce genre de match-là. Mais le match, je l'ai pas trouvé incroyable. Natalia, elle fait des trucs bizarres. Je sais pas, moi j'ai toujours trouvé que Natalia c'était une super grande catcheuse. Et dans le ring, elle peut faire des choses incroyables. Mais à chaque fois qu'elle catch à l'écran, je trouve que c'est vraiment en dessous de ce qu'on sait qu'elle peut proposer. Et c'est un petit peu dommage. Piper Niven, en vrai, je m'en fous un petit peu. J'aime beaucoup cette catcheuse aussi. Hein. Je l'ai découvert du côté d'NXT UK. Je la connaissais pas trop avant. Mais je sais pas. En vrai, je sais pas quoi en penser de ce match-là. Donnez-moi votre avis, vous, personnellement, dans les commentaires. Si vous avez aimé, si vous pensez qu'il y a du potentiel avec ces deux personnes qu'on a vu dans le ring. Moi, vraiment, j'en ai aucune idée. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'après, on a Tegan Nox qui vient faire le save de Natalia. Donc, elle vient aider Natalia à la fin du match. Donc, victoire de Piper Niven quand même. Avec son crossbody. Donc bonne victoire pour Piper Niven, tant mieux en vrai que ce soit elle qui gagne, c'est la bonne personne qui gagne le match. Mais Tegan Nox qui va faire le save pour Natalia, ça me penche à dire que Natalia et Tegan Nox vont être en équipe et du coup vont challenger les championnes par équipe. Et ça me dérange un petit peu parce que Natalia, on en a marre un petit peu. Moi j'aimerais bien aussi l'avoir un petit peu plus à l'écran parce que ça reste Natalia, ça reste une vétéran et elle le mérite. Mais toujours la caler avec des partenaires toujours aussi random, je trouve ça vraiment dommage. Et encore plus quand c'est Tegan Nox qui venait de recommencer un petit peu son momentum, c'est un petit peu dommage, mais au moins on la voit à l'écran et tant mieux. Ensuite, on a un petit segment backstage avec le Judgment Day. On a juste au départ Damian Priest, Finn Balor et Dominic Mysterio. Damian Priest qui révèle que la semaine dernière, il y avait une parole de lui qui voulait voir JD McDonagh se faire battre complètement par Drew McIntyre. Mais une fois que ça s'est passé, il s'est senti quand même un petit peu mal. D'ailleurs, Finn Balor le blâme pas du tout Damian Priest pour ça. Mais du coup, Damian Priest il dit qu'aujourd'hui, ce serait bien que le Judgment Day s'attaque à Drew McIntyre et s'occupe bien de Drew McIntyre. Ensuite, on a Ripley qui débarque. On sent un petit peu des petites tensions, mais pas réellement entre le Judgment Day. C'est quand même un entre-deux. On a Rhea Ripley qui dit au Judgment Day de se focaliser sur le match de ce soir, puisque ils auront une chance pour les titres par équipe. Et Finn Balor, en contrepartie, il demande à Rhea Ripley si elle aussi elle est à 100% pour son match de ce soir. Rhea Ripley va dire un truc intéressant. Elle va dire que aujourd'hui elle s'occupe de ces choses elle-même. Dominic Mysterio n'a pas besoin d'être dans son coin.
Et aujourd'hui, elle va rappeler à la division per équipe, à la division féminine, pourquoi c'est sa division féminine. Donc ça m'intéresse personnellement. Ensuite, elle va terminer en disant qu'une fois qu'elle aura fait ça, elle va pouvoir se occuper des affaires du Judgment Day. Ça me plaît un petit peu moins. Mais on avance vers le positif, et tant mieux. Ensuite, Seth Rollins, le champion du monde poids lourd, débarque dans le ring. Il veut parler de Drew McIntyre, mais il a besoin que le principal intéressé soit là. Donc il demande à McIntyre de débarquer. Il trouve toujours le comportement de McIntyre bizarre. Déjà, premièrement, McIntyre qui l'aide pas quand le Judgment Day l'attaque. Mais une fois que Damien Priest veut cash in, là, à ce moment-là, il veut bien l'aider, il veut bien arrêter le Judgment Day. À ce moment-là, McIntyre il répond à Seth Rollins que quand il dit qu'il veut voir Seth Rollins à 100%, ça veut pas dire, ça n'inclut pas le fait qu'il doit être le babysitter de Seth Rollins. Et là, Seth Rollins il le comprend totalement. Il sait que McIntyre doit pas s'occuper de ses affaires parce que Seth Rollins peut gérer ses affaires lui-même. Mais par contre, il s'interroge sur un petit truc. Il nous montre une image à l'écran où on voit dans une promo de la semaine dernière de Ricochet, on voit en fond Drew McIntyre qui parle à Rhea Ripley. Donc à ce moment-là, Seth Rollins, lui, dans sa tête, il s'imagine que Drew McIntyre cherche déjà des failles pour essayer de devenir champion du monde, donc une aide du Judgment Day. Et Drew McIntyre l'arrête tout de suite en disant que c'était juste une simple discussion entre lui et Rhea Ripley. Il n'est pas aussi bête que Jey Uso et il va pas céder à la tentation, même si jusqu'à preuve du contraire, Jey Uso il a cédé à aucune tentation. Donc à ce moment-là, McIntyre met bien les choses au clair avec Seth Rollins. McIntyre rappelle quand même à Seth Rollins que leur dernier match entre eux deux, c'est McIntyre qui l'a gagné sans aucune aide. Pas besoin de parler de la Bloodline. D'ailleurs, Seth Rollins veut aussi rappeler à Drew McIntyre qu'il faut arrêter de parler de ces histoires de la Bloodline. Passe au-dessus, passe à autre chose. Certes, il s'est passé tout ça, mais passe à autre chose. Ça y est, on est à une autre époque. Faut que tu penses à autre chose. Rollins est champion actuellement et il y a des milliers de personnes qui chantent son film song pour lui. À ce moment-là, Drew McIntyre va bien rétorquer. J'ai adoré comment il a répondu à Seth Rollins en disant que lui aussi, il a un catchy film song, donc un film song attrayant et un film song que tout le monde aime beaucoup, mais il n'a pas besoin de le ramener. C'est pas son problème à lui. Donc lui aussi il peut faire les choses comme Seth Rollins. Certes Seth Rollins il est over grâce à son film song, mais Drew McIntyre il est encore plus grâce à son ancien film song. Mais lui, contrairement à Seth Rollins, il n'a pas besoin de ramener tout ça. Pendant le Covid, il nous rappelle qu'il a battu Brock Lesnar, il a réalisé son rêve en battant Brock Lesnar dans le main event de WrestleMania, certes devant personne. Il a dû se bouger le cul pour donner à la WWE, pour sauver un petit peu la WWE pendant le Covid, pendant la pandémie. Il a dû faire les choses de lui-même. Ensuite, il a eu son opportunité au UK, au Pays de Galles, je crois que c'était au Pays de Galles, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était à Cardiff, où il se fait battre par Roman Reigns. Et à ce moment-là, il y avait une intervention, donc c'est un petit peu dommage pour lui. Et malgré lui, McIntyre, il nous dit qu'il peut pas oublier ça. Il a dû se battre énormément, puis après avoir son opportunité et perdre quand la Bloodline l'arnaque. Il peut pas oublier ça. Et à Crown Jewel, il va voir, Seth Rollins va voir Drew McIntyre se réinventer pour la 100e fois, puisque la 3e fois ce sera la bonne, et il va prendre le titre de Seth Rollins. À ce moment-là, Seth Rollins va terminer par dire à McIntyre d'arrêter de trouver toujours des excuses. À Crown Jewel, quand il va battre Drew McIntyre, il pourra blâmer que lui-même, puisque du côté de Seth Rollins, il n'y aura personne qui interviendra. Donc là, ce sera soit McIntyre, il a perdu à cause de lui, ou soit il a gagné grâce à lui. Donc vraiment très bonne promo, très bon face-à-face entre les deux. Hâte de voir ce match-là, même si je pense pas que ce sera une finalité ce match-là, Crown Jewel. Mais toujours très hâte de voir comment les choses vont se dérouler. Encore une fois, je déteste le personnage de Seth Rollins. On dirait qu'on avait un face-à-face entre deux twinners. On a un qui est face et qui se revendique face, j'imagine. Mais finalement, on sait pas si dans son comportement il est vraiment face, puisqu'il rire sadique, il part en fuyant. Assez bizarre en vrai le comportement de Seth Rollins. Et du côté de McIntyre, aussi hésitant dans ses actions. On ne sait pas s'il veut faire les choses pour le bien ou faire les choses pour lui-même. Donc on dirait qu'on a face à deux twinners. Et le personnage de Seth Rollins, hormis qu'il soit un petit peu changeant, je déteste sa tenue vestimentaire, ça je l'ai dit plusieurs fois. Mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Et je peux pas me dire que Seth Rollins c'est notre champion du monde alors qu'il a des tenues pas crédibles et il a un personnage pas très très crédible. Mais bon, ça n'engage que moi personnellement. Donc voilà. Ensuite, on a un match entre Ludwig Kaiser et Johnny Gargano. Intéressant de voir Johnny Gargano de retour en action dans un weekly, à la télévision tout simplement. Le match était bien, 10 minutes de match, en vrai j'ai bien aimé. Le public n'était pas à fond, mais bon, ça c'est pendant tout le show ce lundi. Le public était vraiment endormi. En plus de ça, on avait Kevin Patrick qui était aux commentaires, donc double peine carrément. C'était un petit peu compliqué à regarder. Mais j'ai trouvé que les commentaires ont fait des bons commentaires par rapport à Johnny Gargano, où ils l'ont bien vendu en disant que c'est la superstar la plus décorée du côté de NXT, c'est vraiment le cœur de NXT, Triple Crown Champion. Vraiment, ils ont bien vendu Johnny Gargano et ça, j'ai beaucoup apprécié. Il y a eu des bonnes réactions malgré tout vers la fin du match, mais c'était pas un match très très grandiose, même s'il a duré 10 minutes, c'était quand même assez plaisant à voir.
À la fin du match, on a Johnny Gargano qui s'apprête à faire le tomber. Il a fait son one final beat après après avoir fait le Willow's Bell de Tommaso Ciampa qui n'était pas présent ce soir. D'ailleurs, il fait son entrée avec un t-shirt de Tommaso Ciampa, un petit peu comme Sami Zayn fait son entrée avec le t-shirt de Kevin Owens. Donc j'ai trouvé ça intéressant. La justification pour le fait que Tommaso Ciampa soit pas là ce soir, c'est qu'il s'est fait attaquer la semaine dernière et il n'est pas clear pour apparaître ce soir, donc il n'était pas présent. Il a dû faire les choses de lui-même. En plus, on avait Giovanni Vinci qui était en ringside. Et au moment du coup, il enchaîne les deux coups spéciaux, si je peux dire ça comme ça. Il veut faire le tomber. D'ailleurs, petite erreur, parce que on a Giovanni Vinci qui va intervenir pour briser le tombé. Il va mettre les doigts dans les yeux de Johnny Gargano, ce qui va l'empêcher de remporter le match. Mais il aurait même pas eu besoin de faire ça, puisqu'on avait Ludwig Kaiser qui avait la main en dessous de la corde. Et de base, bah, si t'as la main en dessous de la troisième corde et en dessous des cordes en général, bah, le tombé s'arrête. Donc j'ai pas compris en vrai cette décision de l'arbitre qui a pas vu ça du tout. Du coup on a Johnny Gargano qui se retire du tombé, il va en dehors du ring, il va attaquer Giovanni Vinci. Mais en remontant dans le ring, puisqu'on a Giovanni Vinci qui rentre dans le ring, en remontant dans le ring on a Ludwig Kaiser qui va mettre son Enzo Guerri là sur Johnny Gargano pour remporter le match. Donc victoire de Ludwig Kaiser. Il y en a beaucoup qui se plaignent sur internet, oh Johnny Gargano il a perdu, etc. Personnellement, je suis pas vraiment de l'avis de tout le monde. Je suis content que Johnny Gargano soit de retour en action. Mais il faut se rappeler qu'à NXT, Johnny Gargano il remportait pas tous ses matchs. La montée de Johnny Gargano du côté de NXT vers 2016, 2017, etc., juste après le heel turn de Tommaso Ciampa, c'était pas que des victoires. Hein. Au contraire, c'était beaucoup de défaites. Et c'est grâce à ça qu'elle a su forger un petit peu le public derrière lui. C'est plus, je dirais, le booking basique qui me dérange dans cette histoire-là, puisque c'est vraiment tout simple. Hein, intervention du mec qui est en dehors du ring, euh, déconcentration du mec qui doit gagner le match, et puis bah, la situation se retourne contre lui et il perd le match. Mais en vrai, à part ça, j'ai quand même bien aimé le match. Truc intéressant en backstage juste après, on a eu deux choses intéressantes. Déjà, premièrement, Becky Lynch qui se dirige vers Candice LeRae et Indy Hartwell. Euh, Becky Lynch qui dit à Indy Hartwell qu'elle sait qu'elle a pas perdu son titre NXT. C'est un petit peu injuste le fait que Indy Hartwell ne soit plus championne alors qu'elle n'a pas perdu réellement le titre, elle s'est juste blessée. Donc elle va rectifier les choses. Et juste après ça, on a Becky Lynch qui est face à face avec Rhea Ripley. Donc encore une fois, peut-être même chose qu'à SmackDown, foreshadowing pour WrestleMania. C'est possible que du coup, en une semaine, on a eu déjà devant nous les futurs matchs pour WrestleMania. Becky Lynch contre Rhea Ripley, peut-être, je pense que c'est possible. En plus, à la fin, Becky Lynch, elle dit ah, Becky Two Belts avant que le segment se coupe. Donc, hâte de voir la suite, ça pourrait être intéressant. Ensuite, on a Drew McIntyre qui croise Sami Zayn en backstage. On a Drew McIntyre qui va faire des éloges envers Sami Zayn en disant que il le respecte depuis qu'il a quitté la Bloodline. Il a su s'imposer en tant que leader du côté de Monday Night Raw. Mais il comprend pas pourquoi Sami Zayn il fait pleine confiance à Jey Uso. À ce moment-là, Sami Zayn il va dire la même chose que Seth Rollins. Il va dire Seth Rollins finalement il a raison puisque tu devrais passer au-dessus de la Bloodline, laisser tout ça dans ton rétroviseur. Tu penses qu'à ça, t'es le seul ici qui a pas pardonné à Jey Uso. Faut vraiment que tu passes à autre chose. Donc dans McIntyre, on dirait qu'il est un petit peu seul dans ses pensées, un petit peu seul dans sa façon de penser et de sa façon de voir les choses avec Jey Uso. J'ai trouvé ça hyper intéressant. On a Drew McIntyre qui dit à Sami Zayn qu'il peut pas comprendre puisque lui, il a jamais été champion du monde. Donc à ce moment-là, Sami Zayn il va dire à Drew McIntyre que peut-être la semaine prochaine, il pourrait voir ses compétences dans le ring quand ils vont s'affronter. Donc McIntyre il accepte le challenge et la semaine prochaine on aura Drew McIntyre contre Sami Zayn. Hâte de voir ça et j'ai bien aimé ce petit segment qui était vraiment intéressant. Ensuite on est parti pour le match entre Rhea Ripley et Shayna Baszler, match de 5 minutes, vraiment pas énorme ce match là, je crois même il a duré moins de 5 minutes. C'était vraiment pas méga intéressant dans le ring en tout cas, même si Shayna Baszler je trouve que c'est celle qui a montré le plus d'adversité pour l'instant face à Rhea Ripley. Mis à part ça, j'ai pas trouvé que le match était excellent. À la fin du match, on a Nia Jax qui débarque, on a Raquel Rodriguez qui débarque, on a même Zoe Stark qui débarque qui va attaquer Rhea Ripley, donc victoire par disqualification de Rhea Ripley. La fin de match était intéressante mine de rien quand même, puisqu'on a Rhea Ripley qui va faire son Riptide, mais on a Shayna Baszler qui contre en armbar. Ensuite, Rhea Ripley arrive à retourner l'armbar pour faire un powerbomb. C'était quand même intéressant, mais à part ça, pas grand chose d'hyper intéressant. Encore une fois, bagarre générale comme d'habitude. Et d'ailleurs, plus tard dans la soirée, on aura Adam Pearce qui va annoncer à Rhea Ripley qu'elle va devoir défendre son titre dans un Fatal 5-Way, si je dis pas de bêtises, puisqu'on aura Zoe Stark contre Shayna Baszler, contre Rhea Ripley, contre Raquel Rodriguez, contre Nia Jax, du coup, à Crown Jewel. Et ce que je pense de ce match-là, c'est soit ce match-là sera vraiment une pure réussite, puisque en vrai, les matchs à plusieurs féminins, ça peut être sympa, ou soit ça va être la catastrophe totale. En plus, en Arabie Saoudite, ça veut dire que tout peut bien se passer, comme tout pourrait mal se passer. Hein. On sait
C'est pas forcément tout le temps des réussites ce que la WWE propose par rapport au match féminin. Là, j'en attends beaucoup quand même, mais j'ai bien peur que ce soit pas non plus hyper grandiose. Donc à voir et on verra ce qui va se passer avec ça par la suite. Ensuite, on a Bronson Reed qui a affronté Gunther pour le titre intercontinental. Il avait remporté cette opportunité-là la semaine dernière, il me semble. C'est un petit peu dommage qu'il directement gagne une opportunité pour la défendre ensuite juste après. C'est dommage qu'ils construisent pas des matchs comme ça pour les pay-per-view. En général, Gunther il fait les Big Four et à part ça, bah, il a pas tant de défense. C'est un petit peu dommage de pas avoir Gunther et le titre intercontinental plus souvent en pay-per-view. Il garde ça pour les weekly, mais moi je trouve que faudrait mettre ce titre-là en valeur pendant plus de pay-per-view. Mais bon, c'est dommage. Au moins, on a des bons matchs du côté de Monday Night Raw et tant mieux d'ailleurs. Mais du coup, c'était la 75e, 75e victoire, bah oui, du coup. Mais défense de Gunther avec son titre intercontinental, si je dis pas de bêtises, le match était super bien. J'avais déjà vu un match de Gunther et Jonah, enfin du coup Walter et Jonah à l'époque, mais c'était pas un 1 contre 1, c'était un triple threat match. Il y avait Kissy dans le match, et je crois que c'était à la PWG, si je dis pas de bêtises. J'avais déjà vu ce match-là, il était bien. Mais là, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Il y avait c'était assez musclé en vrai ce qui s'est passé entre les deux. J'ai bien apprécié. Jonah, maintenant je perds mes mots maintenant. Du coup, Bronson Reed qui a bien été protégé quand même, mine de rien, même si finalement Gunther remporte le match clean après une grosse powerbomb sur Bronson Reed, mais il s'est quand même pris shotgun dropkick, splash et lariat et il n'est pas tombé face à ça. Donc beau match et j'ai bien apprécié. Dommage que c'était pas le main event, même si on a un autre match de championnat dans le main event. Mais un petit peu dommage. Entre temps, on a pas mal de segments backstage hyper pas intéressants du coup. Déjà un avec Alpha Academy, même si c'est peut-être drôle et que j'ai rigolé en voyant Akira Tozawa qui fait des trucs bizarres. Mais pas intéressant. Je crois même qu'on a Indus qui veulent parler à Adam Pearce. Enfin bref, ça m'intéresse pas du tout ça. Sans oublier un truc qui s'est passé avant le match de Gunther, c'est que on a Becky Lynch qui arrive vers Adam Pearce. Et Adam Pearce il va annoncer à Becky Lynch que c'est officiel. Du coup elle va défendre son titre la semaine prochaine face à Indy Hartwell. Il dit même que Shawn Michaels il est d'accord avec ça. Enfin bref, on a Shali qui est encore là, Xayali qui est encore là, qui va parler à Becky Lynch. Elle veut elle aussi son opportunité. Donc elle vient encore une fois le rappeler à Becky Lynch. Mais quand Xayali part, on a Adam Pearce qui pointe du doigt derrière Becky Lynch. Puisqu'on a Jade Cargill qui vient faire face à Becky Lynch. Becky Lynch qui dit pas un mot. Jade Cargill qui est un petit peu choqué de la réaction de Becky Lynch. Mais il joue un petit peu avec nous, hein, un peu la WWE à ce moment-là. On ne sait pas si elle sera du côté de SmackDown, on ne sait pas si elle sera du côté de Raw. Je me disais que c'était peut-être un foreshadowing la semaine dernière en ayant le face-à-face entre Charlotte Flair et Jade Cargill. Je me suis dit, bon, forcément, on aura ce match-là à Mania cette année. Mais là, fait la même avec Becky Lynch. Becky Lynch qui a un face-à-face avec Becky Lynch, avec Rhea Ripley un petit peu plus tôt dans la soirée. Je sais pas trop où on va, mais en tout cas, c'est super intéressant et j'ai hâte de voir ce que la WWE va nous réserver avec tout ça. On a aussi un truc intéressant avec Gunther, c'est que en backstage, il va engueuler un petit peu Giovanni Vinci. C'est-à-dire que Ludwig Kaiser, il a fait le taf aujourd'hui, mais Giovanni Vinci, pour l'instant, il a rien prouvé du tout. Donc la semaine prochaine, il y aura quelque chose. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y aura, mais la semaine prochaine, il y aura. Je crois qu'on a Gunther qui demande à Ludwig Kaiser de faire son travail, de redoubler d'efforts sur le travail et attaquer encore une fois Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Donc c'est cool qu'on continue avec une shoot comme celle-là, mais j'ai quand même hyper hâte de voir qui sera le prochain challenger au titre intercontinental, parce que je pense que Johnny Gargano ça pourrait être excellent. Donc j'ai juste hâte, et en plus on sait que Johnny Gargano dans des matchs comme ça, il peut exceller à fond et nous sortir un gros match contre des plus gros gabarits. Donc juste hâte et je suis impatient de voir où le titre intercontinental ira par la suite. Et du coup on termine avec le main event, Finn Balor et Damian Priest qui challenge Cody Rhodes et Jey Uso pour les titres par équipe. Le match était bien en vrai, 14 minutes de match, mais à part ça, j'ai pas trouvé le match non plus excellent. C'est un petit peu ce qu'on voit d'habitude avec Cody Rhodes, Jey Uso, Judgment Day, etc. Il y a un truc qui me fait chier un petit peu, déjà c'est l'intervention de Jimmy Uso à la fin du match. Il n'y a rien qui justifie ça. Chacun dans son roster, je sais pas pourquoi je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait à Raw. J'espère qu'à SmackDown nous vont bien justifier comment Jimmy Uso a su arriver à SmackDown. Il arrive à Raw plutôt. Il arrive par le public, donc on pourrait justifier ça simplement en disant qu'il a pris sa place et qu'il est venu, mais après ça il devrait couper d'une suspension. Ça pourrait être intéressant qu'on le tourne comme ça. Mais s'il n'y a aucune justification par rapport à l'intervention de Jimmy Uso, bah là je comprends pas du tout et c'est juste un petit peu dommage de briser toutes ces règles comme ça juste pour donner une victoire non clean à quelqu'un. Parce qu'à la fin du match, évidemment, à cause de cette intervention, on a Finn Balor qui va faire son coup de grâce sur Jey Uso d'ailleurs, pas sur Cody Rhodes, parce qu'il protège Cody Rhodes, j'imagine,
pour Roman Reigns ou pour conserver son momentum de plus tard. Parce qu'il a pris qu'une fois le tombé et c'était face à Roman Reigns depuis qu'il a fait son retour à la WWE. Mais du coup, victoire de Damian Priest et Finn Balor qui récupère les titres après même pas 10 jours de règne entre Cody Rhodes et Jey Uso. J'espère qu'ils vont pas faire le passe-passe avec les titres. On a eu ça avec les titres par équipe féminin. On a eu ça avec le titre nord-américain récemment. Là, on a ça avec les titres par équipe. Faut vraiment pas qu'ils fassent le passe-passe. Ça y est, c'est pas une patate chaude. Garder le titre un petit peu et créer un truc avec ça. Mais là, j'ai vraiment pas compris. En vrai, j'ai pas compris pourquoi ils récupèrent les titres. Je pense qu'il y avait d'autres choses à explorer avec Cody Rhodes et Jey Uso du côté de SmackDown, mais malheureusement non. Là, on n'aura plus de Cody Rhodes et Jey Uso champions. Pourtant, je pense qu'ils auraient dû capitaliser un petit peu sur cette équipe qui faisait beaucoup parler et qui avait de bonnes réactions par rapport à cette équipe-là. Je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un truc d'un mois avec les deux et pousser un petit peu le truc un petit peu plus loin. En attendant, de toute façon, j'imagine qu'il n'y a rien qui précipite le programme entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Tout devrait se précipiter vers la route de WrestleMania, mais pas tout de suite. Donc je pense qu'ils auraient pu un petit peu continuer là-dessus jusqu'à ce War Series qui devrait être War Games d'ailleurs. Mais du coup voilà, un petit peu de déception par rapport à cette fin de show. Je trouve que tout au long du show, tout s'est très très bien passé. Mais vers la fin, ça se casse un petit peu la gueule. Même si ça reste quand même relativement bien, je trouve. Mais c'est mon backstage pas intéressant avec Otis, Chad Gable et Maxime Dupri qui font de la gym avec Akazoa qui est un petit peu nul. D'ailleurs, Chad Gable qui dit qu'il veut récupérer le titre intercontinental, qu'il n'a pas récupéré d'ailleurs, mais il veut retourner sur le titre intercontinental, mais il n'est pas crédible en disant des trucs comme ça alors qu'il fait de la gym en même temps. Quand je dis il fait de la gym, il fait pas de la muscu, hein, il fait vraiment de la gymnastique comme on voit dans les films humoristiques ou quoi que ce soit. Donc je sais pas vraiment quoi en penser. En plus, ce segment avec Indus qui veulent parler, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Est-ce qu'ils vont débarquer encore une fois dans la division par équipe pour disparaître le mois prochain? J'en ai aucune idée, mais cette fin de show m'a un petit peu beaucoup dérangé et c'est un petit peu dommage. Mais à part ça, je trouve que le show était quand même bien. Le show se termine là-dessus. Pas grand-chose à redire à part ça. Franchement, on continue sur une bonne lancée avec Triple H aux commandes actuellement. Il y a des bonnes choses, il y a des choses un petit peu moins bien comme je l'ai dit, mais dans la globalité, ça reste que du positif et on avance vers le bon. D'ailleurs, il y avait commencé à avoir des petites pubs pour le Royal Rumble qui va arriver très rapidement, hein. Le temps passe très très vite, on est déjà en octobre, limite on est bientôt en novembre. Donc ce sera bientôt le Rumble, en espérant que cette année ils nous révèlent pas tous les noms comme ils le font d'habitude. Je pense que Triple H il est assez intelligent pour dire que ça fonctionne pas quand tu fais ça. Enfin, c'est même pas que ça fonctionne pas, c'est juste que c'est frustrant pour les fans de voir qui va participer alors que tu pourrais garder la surprise. Mais bon, on n'y est pas encore et on verra bien d'ici là. Donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. Et d'ici on se dit à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch à l'espoir. Bisous bisous.